Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on passe les frontières du Nord avec le podcast Culture Nutrition à la rencontre de Nathan Goffard, CEO de Lepivits, une marque nutraceutique belge qu'on va explorer ensemble. Mais Nathan est aussi un athlète chevronné, alors on va voir ensemble comment tout cela s'imbrique. Bonjour Nathan et bienvenue. Bonjour, salut Grégory. Écoute Nathan, je suis ravi de te recevoir puisque on se croise régulièrement dans l'écosystème de la Nutra, comme on dit. Tout à fait. On y parle régulièrement, évidemment compléments alimentaires puisque c'est votre activité. On y parle de sport aussi parce que tu as une activité et un historique de sportif de haut niveau, je crois qu'on peut dire. Tu vas nous raconter tout ça. Et puis, bien sûr, on y parle d'entrepreneuriat puisque Lepivits, c'est un laboratoire nutraceutique que tu co-diriges avec ton frère Neil depuis maintenant 10 ans, c'est bien ça ? Ouais, c'est bien ça, ouais. Et je crois même que c'est une histoire familiale qui est même encore plus ancienne que cela, parce que le laboratoire a été créé par quelqu'un d'autre de ta famille, c'est ça ? Par notre papa, justement. Donc, comme tu dis, grosse histoire familiale. La boîte a plus de 30 ans. Alors, elle a eu plusieurs noms, mais ça a toujours été dans les compléments alimentaires. Et puis, il y a 10 ans de ça, mon papa a fait faillite et mon frère a décidé de reprendre. Puis moi, j'ai joint la team un an après. Donc, moi, ça fait 9 ans. Et on a essayé de repousser le truc, d'essayer de refaire grandir la société. On a rebrandé au nom de l'Epivits. Et maintenant, ça fait un petit bout de chemin, mon frère et moi. On reste toujours dans cette idée d'entrepreneuriat familial, humain, tout en grandissant. On essaie de proposer des compléments qui soient le plus qualitatifs possible et aussi naturels, parce que c'est nos deux chevals de bataille, bien sûr. Le laboratoire s'appelait comment initialement, avant le rebranding ? Alors, il y avait Healthcraft de base, et puis après, il y a eu Le Pain, L-E-P-P-I-N, pas le pain comme le pain qu'on peut manger. Donc, ça a pris ces deux tournures-là, et puis après Le Pain, il y a eu l'Epivits. Donc, Ah c'est les d'accord. trois noms qu'on a eus. Et du coup, Lepivits est dérivé de la marque Le Pain, c'est Eh ça ben, tout l'origine ? à fait, ouais, voilà, t'as bien compris, quand on nous pose souvent la question, on a du mal à répondre, mon frère et moi. En gros, LEP vient de Le Pain pour trouver l'origine, et puis Vitz pour tout ce qui est vitamine, donc ça a donné l'Epivits, exactement. Il faut pas aller chercher plus loin. D'accord. Et le nom de Le Pain, il avait une signification particulière initialement ? Eh ben pas vraiment, c'est mon papa qui est anglais de base, il est anglophone, et donc du coup, il trouvait que ça sonnait bien, si j'ai bien compris ce qu'il nous disait dans le temps. Et donc lui, ça lui disait l'épine, donc en anglais, et donc du coup, il trouvait que ça que c'est une bonne résonance, et bon voilà, il a gardé ça. Maintenant, est-ce qu'il savait que le pain en français, ça voulait dire autre chose? Je pense pas à l'époque, mais donc ouais, c'est resté le pain, l'épine, on savait pas trop comment le prononcer au début. Du coup, si vous avez repris l'affaire familiale il y a maintenant 10 ans, vous étiez assez jeunes tous les deux, parce que là, tu m'as pas l'air très très âgé déjà. Ouais, tu bien raison. Moi, j'ai repris quand j'étais encore aux études, hein. J'ai fait des études de gestion d'entreprise et je pense, c'est lors de ma première année que j'ai déjà repris le business avec mon frère pour aider, parce qu'il manquait, de petites mains et de personnel, et donc j'ai pu faire aussi mes stages, que j'avais, pour mes études, dans ma société au final. Donc ouais, j'ai repris très tôt, mon frère aussi, donc c'était un challenge, hein. Ça a été compliqué, pendant 3 années parce qu'il fallait redresser une faillite, et il y a rien à faire, redresser une faillite, c'est quand même dur. Mais on est bien arrivé, et voilà, petit à petit, on a réussi à redresser la barre, à apprendre aussi, du métier bien sûr. Même si on était jeunes, je pense qu'on était, assez vraiment motivé que pour réussir dans ce milieu-là, qui est plutôt un milieu où les jeunes, on n'en voit pas fréquemment. Donc c'était assez intéressant. Et puis voilà, ouais. En fait, on s'est pas trop posé la question, je t'avoue. On s'était dit, essayons, si ça fonctionne pas, tant pis. C'était aussi pour aider la famille, parce que mon papa avait un certain âge, et reprendre un business ou autre, c'était compliqué. Donc il y avait aussi cet aspect-là. Et petit à petit, on a remarqué que mon frère et moi, on s'entendait bien. On se marchait pas trop sur les pieds, ça c'était bien. On avait chacun ses choses à faire, son style aussi de vision, et ça s'embriquait bien. Et donc voilà, les Pivots est un peu né comme ça. Et toi, tu as dit que tu avais une formation plutôt dans le commerce, les affaires. Ton frère, il est plus orienté vers la santé, la science ou pas du tout ?
Tout à fait, ouais. Il a OK. des backgrounds de biochimiste et puis après il a fait des études, de micronutrition, de phytothérapie, donc ils sont vraiment spécialisés. Donc on va dire, la tête pensante de l'épivite, c'est clairement Neil, hein. C'est lui qui crée les formules, c'est lui qui cherche les nouveautés et cetera et puis moi, après je chapeaute le tout pour créer les ingrédients qu'il me demande et puis je suis plus dans, ouais, le day to day, les achats, les ventes, le commercial et cetera. Ouais. OK. Pour qu'on comprenne, un peu mieux, un peu l'organisation de la boîte et puis surtout sa dimension aujourd'hui, Mmh. c'est combien de personnes, peut-être combien de points de vente, combien de chiffre d'affaires aujourd'hui, les Pivites? Ouais, alors, bah, on va prendre le chiffre d'affaires 2024, on était à 2,5 millions de chiffre d'affaires. On est 15 personnes dans la boîte. On a tendance à évoluer parce que, beh, on vient, d'acquérir de nouveaux investisseurs parce qu'on a un nouveau laboratoire et entrepôt qui se construit pour début 2026. Ah OK. Donc, À quel endroit? à Nivelles, donc on va toujours rester au sein de la Belgique. Nous, on est à Wavre, donc c'est, on va dire, c'est le sud, sud de Bruxelles, c'est pas dans Bruxelles, c'est un peu en dehors et Nivelles est sur, le côté, ouest de Bruxelles, à une demi heure. Donc, voilà, on reste dans des périmètres qui nous convient et c'est à côté Hainaut, entre Hainaut et Bruxelles, en fait et oui, donc on grandit, donc je dis 15 maintenant, mais normalement, c'est ce qu'on a essayé de prévoir, d'ici, début 2026, on sera 20 et puis on va continuer à grandir, on l'espère. Donc, voilà, petit à petit. Et c'est quoi votre modèle économique? Vous êtes vendu, sur quel circuit, et quel est le modèle de promotion de la Ouais. marque? Alors là où on se vend, où on essaie vraiment d'être présent, c'est surtout en pharmacie, en parapharmacie. Maintenant, on travaille très, très, très bien aussi avec les médecins et naturopathes qui conseillent nos produits directement en pharmacie, justement. On a un modèle, qui est assez simple. En fait, on prône des produits de qualité, on essaie de trouver, en tout cas, des matières premières qui sont brevetées avec des analyses cliniques qui vont répondre aux problématiques données. Donc nous, on va vraiment chercher ça, hein, répondre à une problématique qui est peu ou pas présente sur le marché. On va prendre, l'exemple, problème de candidose, hein, tout ce qui est candidat au niveau de l'intestin, eh bien, on va là vraiment alors aller étudier des produits qui sont brevetés là-dessus, faire une belle synergie avec peut-être des vitamines et minéraux qui peuvent aider justement les actifs brevetés à être plus performants, et puis proposer quelque chose sur le marché. Donc on va vraiment chercher une haute qualité du produit, ce qui intéresse fortement les docteurs et les naturopathes. Et en plus de ça, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent sur le marché, ben, on propose des compléments alimentaires, mais pas avec une naturalité du produit, donc un clean label, on va appeler ça, donc vraiment un produit 100% naturel. Et nous, on va vraiment aller dans ce sens-là, essayer d'être au plus naturel possible, que ce soit de la matière première, par exemple la galénique, nous, on va travailler avec des gélules pullulanes, hein, c'est des gélules à base de fermentation d'un champignon, il fermente, il crée la gélatine naturellement, il n'y a pas d'excipient de synthèse pour créer la gélatine. Et on va jusqu'au pot fini. Chez nous, ils sont en PLA, donc à base de sucre de canne qui est bio-compostable et dégradable. Donc voilà, on va vraiment faire de A à Z ce clean label-là. Et je pense que c'est quelque chose déjà qui nous tient à cœur, mon frère et moi. On est très dans ce sens du naturel. On a tenu ça de ma maman, ça. Et d'ailleurs, ma maman qui travaillait avec mon papa à l'époque au sein de l'EPA aussi. Donc pour dire que c'est familial, c'est l'englobe, hein. Ah Donc oui. voilà. Et donc du coup, ça nous tient à cœur. Et en plus de ça, on remarque qu'il y a peu de gens, finalement, peu de sociétés qui vont dans ce clean label. Et donc ça nous met une marque en plus aussi. Et tu l'as un peu évoqué à travers le packaging, la composition des formulations, mais Mhm. les Pivites s'affichent des engagements très concrets au niveau éco-responsabilité, engagement RSE, notamment à travers les certifications Bicorp et Bilab Benelux. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'engagement de ce type-là? Est-ce que tu peux nous en parler plus sur cette conviction RSE que tu partages avec ton frère? Ouais, bah, de nouveau, on part, de convictions, comme tu dis, qui sont, chères chez mon frère et moi. Moi, je suis quelqu'un qui prône, la montagne, la nature et cetera. Il faut la préserver. Malheureusement, on est en train un peu de la détruire, enfin en train un peu, pas un peu, beaucoup même. Et donc, on avait vraiment à cœur, mon frère et moi, de se dire: «Si on grandit et qu'on crée une société, ce serait avec des valeurs, aussi au niveau environnemental, qu'elles soient saines à ce niveau-là, que ce soit, aussi au niveau sociétal, gérance et cetera. On voulait que ce soit quelque chose qui reste humain, éco-friendly, environnemental, clairement aussi. Et donc du coup, on a été dans ce sens-là, et c'est comme ça qu'on s'est fait approcher, enfin, qu'on a cherché, mais qu'on s'est fait approcher aussi par Bicorp, donc qui est un label européen qui joue justement sur toutes ces valeurs, hein. Ça joue sur 5 points, qui est, comme j'ai dit, l'environnemental, la gouvernance, la sociale, hem et il y en a 2 autres, la clientèle, donc ils vont regarder les clients avec qui on travaille pour voir s'ils ont aussi ces points, d'attention-là. Et c'était un dernier, j'ai oublié le dernier, ça va me revenir. Mais du coup, c'est pour nous un label qui était important. Il est assez difficile à obtenir, hein.
et on l'a obtenu maintenant, ça fait 3 ans qu'on l'a et chaque année, bien sûr, il est renouvelé. Ils vont revérifier, si on est encore à cheval sur ces points-là et on essaye toujours de rester en cohérence avec ça, peu importe ce qu'on fait, quand on crée un nouveau produit, qu'on va chercher de nouvelles matières premières, qu'on on signe de nouveaux clients aussi, hein, c'est un peu dans notre charte, de faire attention à, beh, voilà, qu'est-ce que le client fait, la matière première, d'où elle provient, comment on va la ressourcer et cetera, tout ça, ça nous importe. Donc on va pas, juste aller chercher le moins cher, on va vraiment essayer de, bien sûr, aller chercher un prix qui convient pour que le produit fini soit cohérent aussi sur le marché, mais en même temps, jouer sur ces facteurs-là. Mmh. Je reviens un petit peu sur la partie distribution. Ouais. Le chiffre d'affaires, vous le faites uniquement en Belgique ou également en France et Belgique? Alors pour l'instant, c'est principalement Benelux. On commence un petit peu la France, mais je dirais que pour l'instant, ça vaut, 5 à 10 pas plus, la France, donc c'est vraiment Benelux pour le moment D'accord, ok. et Donc notre vous auriez but, un potentiel de développement de dingue en France. Si vous ah, faites déjà 2,5 millions sur Benelux, j'imagine qu'il y a un gros potentiel. tout à fait, c'est clairement le but, hein. On est en train d'investir, là-dessus aussi, de trouver la bonne formule parce que le marché français est quand même, plus enfin, vraiment différent déjà du Benelux et plus compliqué, on trouve. Parce qu'il y a plus de concurrence, c'est un marché beaucoup plus grand aussi, la France elle est très grande, donc il faut plus de commerciaux et cetera. Mais on y travaille, on pense, peut-être juste d'abord se nouer avec quelques clients qui ont les mêmes valeurs que nous, qui sont bien présents, sur la France, mais peut-être dans certaines parties de la France et donc petit à petit essayer de grandir comme ça. Donc voilà, de nouveau essayer de le faire de manière saine et intelligente et pas, pousser trop vite, c'est pas notre manière de faire, on n'a jamais réussi à le faire comme ça et donc on va garder cet attrait-là. Mon frère maintenant habite Montpellier, donc voilà, il y a aussi un pied à terre. Ah oui, Donc ça aide aussi et à comprendre le marché et puis peut-être, pourquoi pas commencer, oui, vers l'Occitanie, monter vers les Alpes où moi je suis fort présent, bah, parce que je vais faire beaucoup, beaucoup de montagnes et donc ça, on pourra en discuter après, mais bien donc sûr. je commence à être de plus en plus présent dans les Alpes aussi, donc Ah, très voilà. bien. Et cette localisation à Montpellier, j'imagine que c'est personnel. Enfin, il n'y a pas de motivation par rapport à la stratégie de l'entreprise. Non, c'est clairement motivation personnelle, pour mon frère, de sa compagne, qui est médecin, spécialisé dans tout ce qui est, cancer du sein, dans la scénologie et donc du coup, elle a eu un super poste, qui s'est ouvert là-bas et donc ils ont été. Puis je pense qu'il y avait la recherche du soleil aussi sûrement, ça il veut pas l'avouer, mais la recherche du soleil sûrement et puis le cadre de Tu veux vie, dire qu'il n'y a pas assez de soleil en Belgique? oh, je je peux pas le dire, mais j'ai envie de oui, clairement le dire, ouais. D'accord. Et alors du coup, c'est intéressant parce que vous êtes associé et co-dirigeant de la boîte. Comment on fait Mmh. pour co-diriger une boîte quand on est géographiquement à 1000 ou 1500 kilomètres? Ouais, ça s'est fait step by step d'abord, bah, on a bien compris qu'il fallait toujours une présence au sein de la société, beh, rien que pour les employés aussi, pour qu'ils sentent qu'ils sont pas perdus, ils sont pas délaissés par les gérants qui ont commencé cette boîte et qui veulent garder ce côté humain et familial. Bah, il y a la technologie qui aide bien sûr, maintenant Neil a une partie du boulot qui est plus dans la recherche et développement, dans tout ce qui est pôle qualité et cetera, qui peut se faire à distance. Moi, je suis plus dans l'opérationnel et donc du coup, j'ai besoin d'avoir quand même un pied, physique, au sein de la société et donc d'être présent. Hem, je pense que ça s'est bien fait parce qu'on a une bonne manière de fonctionner, mon frère et moi. On sait très bien se départager les tâches. Il essaye de revenir fréquemment aussi, beh, pour quand même montrer qu'il est toujours, physiquement bien là et continuer à faire des choses avec les employés. Mais je pense que c'est ça, c'est un mélange de bonne cohésion entre mon frère et moi on arrive à bien se départager les choses, mais aussi à bien communiquer et donc moi je peux retranscrire aussi, ce que lui a besoin au quotidien, au sein de la société et du fait que la technologie évolue, le métier évolue, enfin les métiers évoluent et je pense que ça a la chance pour Neil de pouvoir, du coup travailler, bah, à distance. Hmm. En termes de titre, toi tu es CEO et lui il est CEO de la boîte? Ouais, tout à fait, c'est D'accord, ça, ok. Et exactement. donc toi tu es plutôt sur la partie opération, commercialisation, distribution, peut-être un peu la partie logistique. Et lui il est plus sur la conception des produits, peut-être le Exact. marketing, je sais pas, marketing Voilà. com. Ouais, le marketing, il est sur la communication, il est aussi sur tout ce qui est, plan HACCP, donc tout ce qui est pôle qualité, on va appeler ça. Donc il est vraiment présent là-dessus. Alors,
Bien sûr, pour le HACCP, beh, il était présent pour le faire parce qu'il faut vraiment être présent pour, déceler, les petits couacs qu'il y a dans un labo et cetera. Donc, pour ça, il revient, ou il revenait. En tout cas, maintenant, c'est installé, il y a plus besoin de revenir. Le nouveau labo, il va revenir, quelques mois pour être bien sûr que ce soit bien fait. Mais oui, c'est exactement comme ça. Puis après, il y a rien à faire, on reste une petite société, donc Neil et moi, on est clairement multitask, hein. Parfois, je fais de la qualité et je l'aide dans ses tâches et Neil m'aide dans les tâches, d'un autre point de vue. Donc, on sait se séparer les tâches, mais aussi, travailler l'un pour l'autre, dans les tâches, similaires. Donc ouais. Hmm. Et quand tu parles de labo, ça veut dire que vous êtes fabricant de vos produits? Tout à fait, ouais. On a notre propre laboratoire, donc on confectionne tous nos produits de A à Z. Donc ça, c'est une de nos plus-values aussi. On sait qu'il y a beaucoup d'autres sociétés qui font fabriquer ailleurs. Nous, on la main mise là-dessus, ce qui nous permet de créer beaucoup plus de produits quotidiennement, aller vraiment dans l'innovation. On peut créer à petite échelle, tester, voir si ça fonctionne, et puis après, bah, justement, mettre sur le marché à grande échelle. Ça, c'est une des plus-values. Et puis, clairement, ben, en plus de ça, on peut produire à moindre coût, vu qu'on fait tout de A à Z. Voilà, on gagne de la marge dessus. Ah oui, très bien. Donc ça veut dire que vous avez carrément des machines, des géluleuses ou des comprimeuses dans votre labo? Voilà, on fait que gélules, nous, on fait pas de comprimés. Mhm. Justement, on évite les excipients de synthèse, on veut que du naturel et donc on fait que, des gélules à base de poudre et du coup, on a des géluleuses, tout à fait, puis on a des étiqueteuses, de la mise en pot, on a vraiment, tout le process de A à Z, ouais. Ah, c'est super parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'industrie des compléments alimentaires, c'est une industrie faiblesse, hein, comme on dit, Ouais, c'est-à-dire sans usine. Et la réalité, c'est que 80 à 90% des marques sous-traitent tout à leur fait. fabrication auprès des façonniers, des CDMO. Donc c'est assez rare de voir des marques et a fortiori des jeunes marques qui internalisent la production comme vous le faites. Donc c'est ouais, c'est très très bien. Ouais, tout à fait, ouais, on sait que c'est une de nos forces et les gens aiment bien, entendre le mot laboratoire, derrière, donc ouais, ouais, c'est une de nos forces. C'est compliqué à c'était compliqué à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de réglementations aussi par rapport à ça et donc faut être à cheval là-dessus. Mais là, on a trouvé un beau procédé, de belle manière. On est en train de voir pour de nouvelles machines pour être encore plus efficace. Ça sera dans le nouveau labo, mais pour l'instant, ouais, ça fonctionne bien donc on est assez content. Par exemple, c'est pour qu'on se rende compte un peu de à quoi ça ressemble, c'est une usine de quelle surface, votre atelier de fabrication? Alors pour l'instant, on a un petit labo là, pour l'instant, donc l'usine qu'on va avoir, c'est, 1 500 m², donc ce sera beaucoup plus grand. Pour l'instant, on est sur 500 m², donc c'est moins grand. C'est sûr que là, pour l'instant, on se marche sur les pieds, donc c'est pour ça qu'il faut changer. On a clairement plus trop de demandes par rapport à l'offre qu'on peut proposer, donc on commence à être saturé, mais avec le nouveau laboratoire qui est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de zones, donc là, on aura 3 salles de production au niveau des géluleuses, on aura on a doublé l'agrandissement au niveau de l'empotage et de l'étiquetage. Donc là, on pourra avoir beaucoup plus grand. Ouais. Mais pour l'instant, on a une salle de géluleuse et donc du coup, pas mal de nettoyage, pas mal de changements, etc. C'est plus compliqué, mais bon, on y arrive. Ouais, très bien. Tu parlais tout à l'heure d'accompagner votre croissance et notamment l'investissement dans ce nouvel outil de production par des investisseurs. Mhm. Ça veut dire que vous avez fait une levée de fonds ou alors tu as été levé de la dette auprès de banques. Comment ça s'est passé? Alors, on a fait appel à des amis. On voulait garder, ce côté humain de nouveau. Il y a un ami qui m'est très cher, qui est plus âgé que moi, mais qui a toujours été là dans ma vie, dans les moments difficiles. Il était mon coach de foot même quand j'étais plus jeune, pour tout savoir et donc lui a été le premier à investir quand on avait besoin un peu de cash flow. On sait très bien que c'est difficile pour des sociétés à certains moments de jouer avec ce cash flow parce que, bah, les clients payent, plus en retard et nous, on doit payer les fournisseurs parfois, directement et donc du coup, on avait besoin de cash flow, il est rentré dans la boîte. Ça, c'est il y a 3 4 ans maintenant, je pense et donc du coup, en fait, on a fait jouer nos connaissances et tu vas rigoler, mais ceux qui sont rentrés, donc moi, j'ai fait les louveteaux, enfin les scouts, ce qu'on peut appeler ça en France, c'est un peu la Ouais. même chose, voilà et en gros, c'est tous mes chefs louveteaux qui sont rentrés, en tant qu'investisseurs. Il y a mon Akela, mon Bagheera, mon Wentola, donc ils donnent des noms, hein, mais bon, en gros, c'était les 3 chefs que j'avais avec Christopher. Ils sont rentrés parce qu'ils croient au projet, ils voient que ça évolue super bien, ils croient à fond en mon frère et moi-même et donc du coup, bah, ils ont même pas posé de questions, j'ai dit: «Ah ben, on vous suit» et le dernier en date qu'on vient d'acquérir, ça c'est InvestBE, donc c'est un investisseur, wallon qui, pousse, les nouvelles sociétés ou les sociétés qui grandissent à essayer de s'accroître sainement et ils font ça pour essayer, justement d'accroître, des sociétés au niveau wallon pour avoir plus, de jobs à offrir et cetera et donc ils sont assez à cheval sur, qui ils prennent et ils nous ont choisi nous parce que, voilà, on avait des valeurs qui leur respectaient, on avait, un business plan qui trouvait ça super et voilà, ils se sont dit: «On est go avec eux», donc c'était, le 4e investisseur,
qui rentrent dans la loupe. Donc Ah, voilà. c'est super. Et du coup, Ouais. vous avez levé combien en tout? En tout, on a volé 1 million. Donc D'accord, ok. voilà. Bel Ouais, investissement. tout à fait. Ouais, Donc ça veut dire que vous avez cédé des parts du capital, c'est de l'equity. exactement. C'est de l'equity, oui, tout à fait. D'accord. Ouais, ouais. Hyper intéressant. Et mais vous restez majoritaire avec Neil. Oui, oui, on reste majoritaire amplement, donc on n'a pas donné trop. Si je me trompe pas, on reste à plus de 50% majoritaire, mon frère et moi, donc oui, on est encore majoritaire grandement. Mhm. Et bon, après, ce qui est chouette aussi, c'est que ça justement fait pousser les banques à pouvoir nous prêter plus. Donc c'est clair que tu posais dans ta question, on a aussi fait appel aux banques pour avoir des plus gros emprunts et ça a bien fonctionné avec ça. Ouais, du coup, tu te sers de la levée de fonds comme effet de levier pour en plus avoir des prêts bancaires parce que du coup, les banques sont rassurées sur le fait que tu as des capitaux propres et par ailleurs. C'est tout à fait ça, exactement. Ouais. Très intéressant, cet aspect financement des jeunes marques et des entreprises en croissance. Quand tu dis on est sur une croissance modérée, durable, c'est à peu près quel rythme de croissance par an que vous avez? Alors pour l'instant, on est de l'ordre de 20 à 30% sur les 3 dernières années, donc on grandit quand même fort. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, ouais, c'est quand même fort. Maintenant, on voit qu'on arrive à tenir la cadence et je pense que, enfin, en tout cas sur notre business plan qu'on a mis, on veut être plus de l'ordre de 15 à 20% sur les 3 prochaines années. D'accord, ok. Voilà. Comment on y arrive, c'est que, il y a encore un gros marché à aller chercher et ça, on le remarque. Le fait qu'on voit que notre manière de faire et de ce qu'on propose fonctionne aussi, par rapport à d'autres concurrents qui, parfois, font plus de marketing, nous, ce qui est moins le cas. Et donc du coup, ils ont peut-être un peu tous la même manière de fonctionner. Nous, on est un peu différents et donc on voit que ça plaît pas mal, que ce soit aux médecins naturaux et aux pharmaciens. Donc voilà, on sait que ça évolue, on verra si on y arrivera au niveau de nos business plans, mais on est assez confiant, on espère en tout cas. C'est quoi alors vos arguments principaux? Alors, tu en as peut-être cité déjà quelques-uns, mais c'est quoi Ouais. les arguments qui vous différencient auprès d'un médecin ou d'un pharmacien par rapport à la concurrence qui, en effet, est pléthorique en France, en Belgique et ailleurs? Mmh. Je crois qu'on en a 5. Le premier, je l'ai expliqué, c'est le côté scientifique. On va sur des matières premières qui sont brevetées avec des analyses cliniques. On va vraiment se référencer sur ça pour avoir une véracité, du produit qu'on propose. Je pense que le deuxième, et je l'ai aussi expliqué, c'est le côté, clean label, donc la naturalité de nos produits. On veut vraiment être 100% naturel. Le troisième, c'est le côté durabilité et le fait qu'on est certifié Bicorp et autres. Ça joue quand même pas mal et il y en a peu en fait dans le secteur des compléments alimentaires qui sont certifiés. D'autres certifications, hein, mais je prends l'exemple de Bicorp par exemple, il y en a très peu. En Belgique, il n'y en a pas. Il y en a qu'un, je pense, qui est Bicorp certifié comme nous, mais qui est français, et sinon le reste, il n'y en a pas. Le quatrième, je pense que c'est la transparence. En fait, on est hyper transparent dans ce qu'on propose, dans ce qu'on dit. On veut vraiment donner toutes les infos au client final ou alors au médecin. Donc du coup, c'est pour ça qu'on joue vraiment, on fait énormément de petites choses par rapport au packaging. On a des QR codes, et dès qu'on scanne le QR code, on arrive sur une fiche produit qui est très bien détaillée avec des analyses cliniques qui vont aussi être expliquées et cetera. Donc, voilà, on a vraiment une transparence à 100%. On fait énormément de formations aussi sur des thématiques, pas sur nos produits, mais plutôt sur des thématiques qui concernent la supplémentation et la nutrition. Donc ça, je pense que c'est aussi un atout. Et le troisième, de nouveau, vu qu'on a notre propre laboratoire, qu'on confectionne tout nous-mêmes, on a un rapport qualité-prix du produit qui est très intéressant. Et ça parle à énormément de gens parce qu'il n'y a rien à faire. Prix, c'est quand même le nerf de la guerre. Et je comprends tout à fait, hein, on ne veut pas dépenser des milliers et des cents pour de la supplémentation non plus. Et donc, on reste à des prix qui sont très corrects par rapport à la qualité qu'on propose. Ouais, très bien. Donc, voilà. Et dans la gamme, c'est quoi vos best-sellers? Dans la gamme, les best-sellers. Alors, pardon. On a le collagène qui est clairement un de nos best-sellers. Maintenant, on a réussi à le formuler de différentes manières. On est Parce que j'allais parti du dire, collagène. il y en a plein des collagènes sur le marché. Ouais, Comment vous voilà, donc différenciez? on est parti de base. En fait, c'est marrant, c'est pas un produit où on pensait qu'il allait devenir best-seller, mais il est devenu le collagène marin standard chez nous, qui est un collagène breveté de type 1 et 3, donc vraiment typé pour la peau et un peu les articulations. Et en fait, vu qu'il était best-seller, on s'est dit, on va continuer dans le collagène, mais vraiment aller faire des collagènes qui sont de haute qualité. Donc, on est parti sur un collagène de type 2 qui est certifié et breveté pour tout ce qui est articulaire et blessure. On l'a ajouté à ça, enfin, on a fait un mix, on n'a pas fait que du collagène, mais on a ajouté de l'MSM, chondroïtine, glucosamine, pas mal d'anti-inflammatoires avec un curcuma qui est breveté aussi, Bossuela, Harpago. Donc, ça fait vraiment une belle synergie pour tout ce qui est articulation pour les sportifs et autres, hein, les personnes un peu plus vieillissantes qui ont de l'arthrose, etc. Et donc ça fonctionne très très bien.
On a dérivé un collagène pour le côté dermato. Alors là, on est parti sur un collagène à base de coquille d'œuf, qui est un super produit, ça s'appelle Regenerate, c'est un produit français d'ailleurs. Oui, Ouais, et qui est de top. Circuleg. Exactement, de Ouais, Circuleg, voilà. start-up rennaise, enfin Tout à Paris et fait, Rennes. tout à Et fait. Yacine, le CEO fondateur, est venu également dans ce podcast. Ouais, je sais, ouais. Voilà. Et ben justement, avec eux, on est parti, on a trouvé leurs produits super, incroyables, plein d'études dessus, très très bien expliqués aussi. Donc ça, c'est important au niveau de la transparence justement. Donc on est parti sur ce produit-là avec un petit mix avec de la vitamine C liposomale brevetée et de l'acide hyaluronique. Et donc tout ça fait un petit produit qui est très très bien fonctionnel. Et donc voilà, ça fait une gamme de collagène qui est un peu différente avec du collagène standard, mais en plus des collagènes qui sont plus spécifiques dans certains domaines et de haute qualité. Et donc il y a ça, puis dans les best-sellers, bon, on a clairement des mono-ingrédients qui fonctionnent bien, hein, comme le zinc, le fer, parce qu'on va chercher sous des hauts dosages avec vraiment le sel qui va bien fonctionner. On prend le fer, nous on a travaillé sur du fer bisglycinate, on a été le doser vraiment à 45 mg dans une gélule, ce que peu font. Ça veut dire qu'on doit prendre qu'une gélule par jour pour, quand on est carencé en fer, pour avoir vraiment le dosage journalier recommandé. On a rajouté un peu de B6 et de B9 dedans aussi. Donc voilà, on essaie de trouver des mono-ingrédients, mais qui sont bien, bien, bien dosés. Donc ça fonctionne assez bien, il y a de l'amande. Et puis après, on a d'autres best-sellers qui sortent un peu du lot, lequel je pourrais prendre, qui pourrait bon, on a le magnésium qui fonctionne très très bien, mais ça c'est parce qu'on a joué sur 3 sels de magnésium différents et ceux qui sont le mieux assimilés, donc le bisglycinate, le citrate et le malate. Et donc du coup, ça nous donne un dosage en magnésium élément qui est très élevé dans une gélule par rapport de nouveau à la concurrence. Et ce qui fait que sur le marché, il faut en prendre moins pour avoir les mêmes apports en niveau de magnésium élément. Et en plus de ça, on sera moins cher. Donc du coup, les gens, s'ils regardent un peu et qu'ils s'y connaissent, il faut s'y connaître un peu, ça c'est sûr. Alors ça a de l'intérêt. Mais les derniers petits produits qui commencent à fonctionner très très bien, le Somivit chez nous, qui est un produit pour le sommeil et qui est à base de 2 produits brevetés, le Peptidis, donc c'est des peptides de marine qui ont fait des études à base, de nouveau, c'est un produit français d'ailleurs, le Peptidis, qui est à base de peptides de marin, comme je disais, mais c'est surtout qui va travailler sur tout ce qui est problème nocturne, donc ont du mal à s'endormir ou bien alors on se réveille souvent la nuit, etc. Et donc du coup, il y a énormément d'études là-dessus qui sont montrées. On a rajouté sur ça un peu de safran, donc le safran, j'allais dire safranac, c'est pas celui-là, c'est l'autre, le Safrinside. C'est de nouveau produit français qui a été très très bien étudié au niveau du safranal et des crocines. Et donc du coup, ils ont fait des études sur le sommeil par rapport à ça, hyper intéressantes aussi, avec plein de données sur l'éveil nocturne, etc. Et donc voilà, on a joué sur ça avec un peu de nicotinamide, donc la vitamine B3, et ça fait un produit qui est pas trop cher sur le marché et qui fonctionne très très bien parce qu'on a des effets assez directs. Et donc du coup, on voit que ça commence à devenir aussi un best-seller chez nous. Donc voilà, c'est pour D'accord. donner un peu une idée. Donc ça veut dire qu'il y a si c'est un best-seller, ça veut dire qu'il y a de l'achat et certainement du réachat de Tout à fait. consommateurs qui sont satisfaits de l'efficacité. Ben ouais, et c'est un des trucs qu'on remarque, peu importe notre clientèle, en fait, il y a dès qu'on obtient un client, généralement, à 97%, il reste. Donc c'est quand même énorme comme pourcentage parce qu'il est satisfait. Et on remarque aussi qu'il va chercher d'autres formulations dans la gamme parce que bon, on a une très large gamme, ça aussi, ça c'est une autre force. Et c'est sûr que les gens, ils sont satisfaits d'un produit, ils se disent, ah ben tiens, la marque, j'y crois, je suis confiant, et donc ils vont chercher d'autres choses. Ouais, ouais, Vous êtes tout à fait. capable de tracer les consommateurs et leur façon de rester sur la gamme, de réacheter. Pas tous, mais presque tous. Ouais, Hmm. ouais, sur certains gros clients avec qui on fonctionne, on sait le voir. Avec d'autres qui sont plus petits, on sait pas le voir. Et tant mieux, je trouve, parce que comme ça, on sait pas tracer tout le monde non plus. Mais oui, on remarque qu'il y a clairement une tendance à du réachat Hmm. forte chez les Pivits. Vous avez une boutique en ligne aussi, e-commerce? Ouais, on a une boutique en ligne e-commerce, tout à fait. Ouais, ouais. C'est quelle Donc part de votre activité par rapport au circuit physique? ouais, c'est 10 à 15% de notre chiffre d'affaires, donc c'est pas D'accord. énorme. C'est pas la chose qu'on pousse le plus, mais non, on a remarqué que nos sites aussi servent de vitrine pour tout ce qui est études, etc. Et donc il y a pas mal de gens qui y vont juste pour se renseigner. Puis ils remarquent qu'on peut acheter en ligne, donc parfois ils font le pas, mais ça dépend. Donc oui, on a aussi une boutique de vente en ligne. D'accord. Bah écoute, je veux bien qu'on parle un peu de sport maintenant, puisque Avec plaisir, c'est un de nos sujets de conversation quand on se croise. On partage la même passion pour les sports d'endurance au sens large, on va dire. tout à fait. Je sais notamment que tu es un ambassadeur de la marque Les Pivites au travers de ton activité sportive parfois. Mhm.
Alors, tu es un véritable athlète, notamment, toi, ton sport de prédilection, c'est le triathlon, c'est ça? C'est pas vraiment le triathlon. Alors si tu fais référence à l'expédition que j'ai faite, on l'appelait le triathlon, parce que c'était un triathlon atypique, mais On en non, reparlera spécifiquement après, alors, de voilà. l'expédition, d'accord? Mais c'est pas le triathlon. Par contre, j'ai 3 sports où clairement je m'entraîne énormément, donc on pourrait dire que je suis triathlète. Il y a eu le foot parce que c'est toute mon enfance et j'ai performé à un certain niveau au football en Belgique. Ah oui? Je continue à y Genre jouer. quasi pro? Oui, voilà, j'ai évolué, en étant jeune en D1 dans l'équipe réserve et cetera. J'ai pas atteint la D1 directement, mais après j'ai évolué en D2, donc le juste en dessous, alors je sais Ah plus ouais, donc ouais, donc j'ai évolué un temps là et puis après j'ai continué à jouer, en D3 qui a été, vraiment la référence. J'ai joué énormément d'années en D3. Là maintenant je suis toujours là, bon je crois que c'est ma dernière année, mais oui j'ai évolué à un certain niveau au football pendant quelques années, ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Donc donc ça ça a été c'est ta première discipline de triathlon, voilà, si on peut exactement, dire? exactement, où je remarquais que la faculté que j'avais au football, c'est que je pouvais courir, très vite et très longtemps. Ah OK. Donc du coup, en fait, j'adorais courir, ce qui est peut-être mon autre domaine, de prédilection. Mais par contre, j'ai commencé sur le tard, de vraiment m'entraîner à la course et surtout le trail. C'est quelque chose que j'affectionne, c'est d'aller courir, en montagne, dans les bois ou autre. Alors en Belgique, il y a pas beaucoup de montagnes, certes, je te l'accorde, mais je pars souvent justement dans vos contrées et c'est quelque chose que j'ai aimé. Donc du coup, très récemment, je me suis mis au trail et à l'ultra trail. Donc voilà, ça c'est le 2e. Et c'est quoi ta distance de prédilection sur l'ultra trail? Je sais pas encore. Ça, c'est une bonne question. Je sais que je crois que je suis plus fort pour le moment sur des plus courtes distances, hein, 50, 60, 70, D'accord. 70 pardon. Mais ce qui m'attire, c'est un peu le dépassement de soi et vraiment aller chercher loin dans le mental aussi. Et donc je pense que clairement, je vais très vite me dériver sur des plus longues distances, que ce soit des 100, des 140. Ouais, c'est des trucs qui m'attirent beaucoup. Dernièrement, j'en ai fait encore un plus long. C'était un ultra trail un peu plus spécial, mais on pourra en reparler après. Mais Ouais, donc, ouais, plutôt des longues distances, je pense, ça pourrait m'intéresser, à voir. J'expérimente encore. d'accord. Donc, ouais. C'est quoi la plus longue distance que tu jamais courue en ultra trail? 170 là. Donc, D'accord. 170, pardon. 170. OK. Oui, c'est le C'est format, 100 miles comme on l'appelle. Voilà, c'est OK. ça, Et ouais. Tout à fait, ouais. Ça, il c'est était où la celui-ci? C'était, sur, le Tour du Mont Blanc, donc l'UTMB. Alors c'est pas Ah, tu fait l'UTMB que l'UTMB? j'ai Ah fait d'accord. la PTL, la Petite Trotte à Léon. Peu de gens la connaissent. Ah oui, mais c'est plus que 170 la C'est PTL. Voilà, c'est 300, donc j'ai pas fait la totalité, exactement. D'accord, OK, OK. C'est une course, pour, resituer, c'est dans le cadre des différentes courses de l'UTMB autour du Mont Blanc. C'est la plus longue de toutes les courses puisqu'elle fait plus de 300 kilomètres et elle se court, à plusieurs, c'est 2 ou 3 personnes, c'est ça? C'est par Ex équipe? Exactement, ouais, ouais, tout à fait, parce que c'est non balisé et qu'il y a aussi un peu d'alpi et donc du coup, il y a un domaine de sécurité qu'il faut avoir, donc ils sont D'accord. obligés de faire ça en équipe et ouais, c'est une course, assez intéressante, très challengeante, différente d'un ultra classique, ce que moi j'appréciais justement et les dénivelés, c'est impressionnant, hein. Il y a 25 000 de dénivelé, faut se les Mmh. farcir quoi, Et donc ouais. c'était quand? C'était 2025-2024? 2025, donc je Ah, viens c'était là, c'était juste, il y a 2-3 semaines il y puisqu'on a enregistre en septembre là. C exactement, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, c'était il y a 3 semaines, donc voilà, ça s'est très bien déroulé, jusqu'au 3e jour où j'ai eu un pépin physique. Moi, je partais un peu blessé malheureusement. J'ai eu un pépin physique qui en engendrait d'autres. Puis je pense qu'il y a rien à faire, le dénivelé, j'avais pas l'habitude de ça ici en Belgique, on a rien comme dénivelé donc du coup, l'entraînement peut-être, j'aurais dû un peu plus m'entraîner en termes de dénivelé. Mais bon, on a très bien fait ça, j'étais une équipe avec que des Belges, les 2 autres habitent Annecy, donc c'était eux, ils avaient un bon Un peu cadre plus d'entraînement. préparé. Mmh. Voilà et on a terminé 12e au final, donc très belle performance. Moi, j'ai arrêté, à 170, donc presque à mi-parcours, on va dire. Ouais, problème physique et je voulais pas plus me blesser que ça parce que c'était déjà très dur de continuer. Je me suis dit: «Bon, est-ce que ça vaut la peine? Il faut peut-être revenir mieux préparé et pas blessé et peut-être que ça passera la prochaine fois». Donc voilà. D'accord. Donc tu n'as pas pu faire l'arrivée, à Chamonix, avec Non, les coéquipiers. non, Bon triste, bah, prochaine mais c'est fois comme alors, ça. ouais. Voilà, exactement. Et Donc donc du ça, coup, c'est pour la partie trail, ouais, et du coup, il y a encore une autre discipline que tu maîtrises bien?
Voilà, le troisième, c'est, l'escalade, donc l'escalade slash alpinisme, je vais appeler ça. Je me suis mis depuis quelques années, l'escalade, ça va faire, 9 ans maintenant que je me suis mis et je me suis mis à fond. Généralement quand je commence quelque chose, c'est à fond. C'est marrant, c'est un peu en même temps que j'ai commencé les pivots et j'en ai fait, presque tous les jours depuis. La chance, je me suis pas trop blessé, donc j'ai vite évolué dans le niveau. Mais moi, ce qui m'intéressait dans l'escalade, c'est plutôt les grandes parois, la nature de nouveau, et cetera. Et donc j'ai vite dérivé vers, de l'escalade de grande voie, ça s'appelle. Donc aller chercher des escalades traditionnelles où on grimpe, avec des protections qu'on met soi-même dans la roche et on fait de la grimpe, de plusieurs centaines de mètres. Donc c'est pas juste une paroi de 30 mètres. Et donc voilà, et donc souvent ces parois-là sont un peu nichées dans des coins, sur des glaciers ou autres. Et donc ça rend, le paysage et les décors assez incroyables. Et ça, je pense que c'est ma troisième, la troisième boucle du triathlon. Donc ouais. Ouais, intéressant. Et ça veut dire que c'est pour qu'on comprenne ce que c'est que les grandes voies, ça veut dire qu'une fois que tu arrives en haut, tu redescends pas par le même chemin? Ah, ça dépend du Ça type de la dépend. grande voie, exactement. Si elle D'accord. a été un peu ouverte avec, alors on appelle ça des relais en fait, on a des cordes qui font, 50-60 mètres, donc on peut pas faire, plus de 60 mètres en un coup. Ben on va aller s'attacher, quelque part. Alors ou on crée un relais soi-même, et donc faut bien le faire avec des ustensiles, ou bien alors, ceux qui ont ouvert la voie, donc qui ont déjà fait la voie, ont été mettre des relais fixes, donc avec des points qui sont ancrés dans la roche. Là, on peut s'attacher et donc généralement quand il y a des points fixes, ça veut dire qu'on peut redescendre aussi. Parce que c'est tous les 50-60 mètres avec la corde que tu as. Donc ça va vraiment dépendre du style de voie que tu fais. Il y en a qui ont ouvert la voie mais qui ne voulaient pas mettre de traces dessus. Et donc du coup, ils n'ont rien mis. Et donc là, il faudra sortir d'une autre manière, que ce soit en rappel d'un autre côté ou à pied ou alors en mode alpi. Donc ouais, il y a plusieurs manières de faire. Et donc ça, comme l'ultra trail, la Belgique, c'est pas forcément le meilleur pays pour pratiquer l'escalade. Pas du tout. On a quelques rochers quand même, mais presque rien de grande voie. Bon, maintenant, ceux qui sont adeptes de l'escalade posent souvent cette question. Ils se disent, mais comment ça se fait que les Belges sont aussi forts dans l'escalade de grande voie en plus, hein. Je pense qu'on a tellement pas de chance de pas en avoir que dès qu'on en voit, nous, on devient tout foufou Ah oui. et on y va à fond sans trop cogiter. Et donc, je pense que ça fait, ouais, ça fait quelque chose. On prend un pur plaisir à aller sur ce type de rocher et parois-là. Et donc, du coup, ça fait qu'on est pas mal en Belgique, finalement, à en faire dans du haut niveau. Ouais. Hmm. Et alors, fort de cette expérience et de ce savoir-faire dans différents sports, est-ce que tu peux nous expliquer comment est née l'expédition Nanoc, Ouais, ah ouais, ouais. qui est un truc assez incroyable. Bah, je vais peut-être d'abord un peu expliquer l'expédition Nanox, ce que c'est. Donc Nanox, c'est une expédition que j'ai fait en 2022 maintenant, donc c'est un petit temps, avec Gilles Denis, qui était un ami de l'escalade, que j'ai connu de l'escalade. Et Gilles était un grand fan du Grand Nord, et il allait souvent au Groenland faire amener des gens juste pour, on va dire, de l'écotourisme, hein, faire un peu visiter le Groenland, mais dans des parties un peu plus reculées. Et lui, s'était toujours dit, il voulait créer une expédition un jour au Groenland. Il savait pas trop quoi, comment, avec qui, mais il s'était dit, ben, pourquoi pas créer quelque chose. Et donc l'idée a émergé de là. Il adorait les expéditions polaires et le kayak. Moi, j'adorais la grimpe. Et à un moment, on a commencé à discuter. Moi, je lui ai dit, ben, écoute, Gilles, moi, faire une grosse expédition un jour, ça me tente très bien. Le Grand Nord me tente bien aussi. Et donc, du coup, on a mis Nanox sur pied comme ça, sur un coup de tête, en buvant une bière, en fait, et en parlant. Et donc l'expédition est née où on s'était dit pourquoi pas traverser le Groenland d'ouest en est. Donc en fait le Groenland, il y a l'Inland 6, c'est un gros glacier qui recouvre 95% de la superficie du Groenland. Et on a voulu traverser ça d'ouest en est pour un peu cartographier. Le Groenland, c'est 5 fois la France, donc c'est quand même assez grand. Du coup, on a traversé ça, c'est 500 km avec une poulka, donc c'est un grand traîneau et des skis. Donc voilà, on tirait un traîneau chacun, plus ou moins de 120 kilos. Et on a fait ça en 36 jours. Et puis, à partir de là, ben, on voulait faire du kayak, donc on a voulu traverser une partie de la côte est en kayak. C'était 1200 km pardon, de kayak. De nouveau en autonomie totale, Gilles et moi.
Ça s'est pas passé trop comme prévu parce qu'il fallait avoir un permis pour une zone qui était un peu compliquée. Donc finalement, on n'a pas fait la totalité, mais on a fait une grosse partie, hein, plus de 600 kilomètres en kayak, pour arriver dans le sud du Groenland, où là, il y avait des parois de granit vierges, jamais grimpées, inexplorées. Et ça, c'était un peu un de mes rêves. C'était un jour dans ma vie réussir à ouvrir une grande voie d'escalade et pouvoir y mettre un nom et dire aux autres gens, ben allez-y, voilà, elle est ouverte, c'est faisable d'aller grimper là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a ouvert Imaka, qui veut dire, c'est un peu le Inch'Allah local en inuit. C'est une voie de 750 mètres dans le sud du Groenland. Donc voilà. Donc ça, C'est toi qui as c'était... donné le nom Imaka ou c'était déjà le lieu-dit local? Non, c'est nous qui avons donné le nom. Donc lieu-dit, c'était dans Tazermut, le fjord de Tazermut. Donc ça, c'est là où on a été ouvrir notre voie. Et en gros, ben, on a entendu souvent les locaux parler d'Imaka, Imaka. Ils disaient souvent Imaka. En fait, c'est là-bas, c'est un peu ah tiens, on part quand? Oh, Imaka, on verra bien. Voilà, c'est un peu faut prendre patience. Et on a adoré ce mot-là. Et on s'était dit que pour ouvrir cette voie, ça a été beaucoup de patience, de persévérance, de résilience aussi. Et donc du coup, on trouvait qu'Imaka était le mot, le nom parfait pour la voie. Et donc Donc cette voilà. expédition qui est un truc vraiment incroyable, tu l'as fait pendant tes vacances, enfin ça n'avait rien à voir avec la boîte? Non, ça avait rien à voir avec la boîte. J'ai dit à mon frère que je partais pendant 6 mois et qu'il devait tenir la boîte lui-même. C'était un peu pour une expérience de vie que je voulais absolument faire et peut-être que j'allais faire qu'une fois dans ma vie. Mais non, je pense que je vais peut-être le refaire, ça c'est clair. Peut-être pas aussi long, mais je vais en refaire. Mais donc du coup, voilà, c'était le pari qu'on s'était dit et j'ai dit, ben, quand je reviens, si tu veux, je m'occupe 6 mois de la boîte et tu pars 6 mois aussi voyager, hein. Donc c'était donnant-donnant. Et donc non, c'était vraiment un pur... voilà. C'était... On va appeler ça, bien sûr, une expérience, mais c'est surtout une manière de me connaître mieux. Je voulais me dépasser, trouver quelque chose où vraiment je pouvais me dépasser physiquement et mentalement. Et je pensais qu'une expédition allait Tu as être dû être clairement servi. ça. Ouais, 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 clairement. Et est-ce qu'il y avait quand même une opération un peu de visibilité, de sponsoring pour la marque Les Pivites dans le cadre de cet exploit sportif ou même pas? Alors, il y en a eu un peu, parce qu'en fait, on avait une problématique, c'était la nutrition, clairement, pendant nos 6 mois d'expédition. Et donc, du coup, ben, les pivots rentraient dans le jeu, et mon frère surtout, hein, bon, du coup, c'est les pivots, mais pour tout ce qui est nutrition, pour les rations, mais aussi pour la supplémentation, parce qu'on devait se supplémenter. Et donc, ouais, les pivots c'est rentré en fait directement comme ça. Après, est-ce que c'est comme sponsor? On va dire que oui, mais c'était surtout pour venir en aide à notre expédition et la réussir correctement. Hmm. Tu as d'autres projets comme celui-ci dans les tuyaux ou tu réfléchis? Ouais, j'en ai plusieurs qui sont en réflexion. Alors, ils sont pas encore mis. Je devais partir normalement l'année passée au Pakistan, aller ouvrir une nouvelle voie en alpiniste, finalement, qui s'est pas fait avec les problèmes qu'il y a eu au Pakistan. Donc Euh, dans la chaîne de l'Himalaya? Tout à fait, ouais, Vers c'est le ça. K2, dans ce coin-là? C'est dans ce coin-là, ouais, tout à fait, Ok. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, est-ce que ça se remettra? On verra un peu. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, tout ce qui est les chaînes de l'Himalaya, et cetera. Donc on verra. Mais oui, j'aimerais bien. Je connais un coin dans la Colombie-Britannique, donc c'est au niveau du Canada, assez sauvage, où il y a pas mal de voies qui ont été ouvertes, mais il y a encore plein de possibilités. Et donc là, ce serait un trip où on commence en packraft, c'est un sort de kayak gonflable, pour arriver là-bas parce que c'est assez reculé, ouvrir sa voie et puis continuer en packraft pour retrouver la civilisation. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais mis en place et je devais choisir sur pas mal d'autres choses de manière privée. Donc finalement, je ne l'ai pas fait il y a 2 ans, mais j'aimerais bien. C'est clairement quelque chose que ça, je vais faire. Donc voilà, il y a des petites expéditions d'un mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, je parle petit. Moi, je trouve ça plus petit que ce que j'ai fait, mais c'est peut-être gros. Mais voilà, c'est des choses, oui, qui sont encore dans ma tête et je pense qu'ils vont voir le jour prochainement. Ouais. Hmm. Et quel lien tu fais entre cette pratique assez intensive des sports outdoor, d'endurance, les expéditions d'un côté, Mhm. et l'entrepreneuriat et ton quotidien d'entrepreneur de l'autre? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie d'entrepreneur, tout ça?
Bah, je pense beaucoup de choses. Bah, déjà, je me connais beaucoup mieux, heu, j'ai compris que ma manière de fonctionner, moi, déjà, j'ai besoin de me dépenser pour me sentir bien dans ma tête et dans mon corps, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est important au quotidien si je veux bien fonctionner, dans ma société. Et puis je pense, en fait, que je suis, alors est-ce que j'étais quelqu'un de base comme ça ou pas? Je sais pas, mais je suis quelqu'un qui est devenu très calme et très posé, dans des moments plus délicats, quand il faut faire des choix ou quand il y a des moments plus stressants et autres. Je suis jamais quelqu'un de stressé. Parce que je pense que j'ai vécu justement, peut-être des moments dans ma vie qui étaient plus stressantes et où on devait pas stresser parce que ça amène à la panique et la panique, c'était sûr que là, ça pouvait jouer sur ma vie. Et donc je pense que relativement, quand on compare à des choses plus stressantes dans une société où tu mets pas ta vie en main, où tu fais pas d'autres choses, bah, du coup, tu es assez plus posé, plus tranquille, pour relativiser tout simplement. Donc c'est des petites choses comme ça que j'ai appris, en expédition. Dans mon quotidien sportif aussi, je pense que, si on veut performer, et je cherche pas que la performance, mais c'est quelque chose quand même qui m'intéresse bien sûr comme tout sportif. Si on veut performer et s'améliorer, il faut quand même tenir et être à cheval sur, un plan d'entraînement, sur la nutrition, sur, d'autres facteurs externes qui vont jouer, et il faut vraiment tenir ça en compte. Et en fait, dans une société, c'est un peu la même chose, hein. C'est pas que le gros schéma qui est important, mais les petites choses du quotidien aussi, le bien-être au travail de tes employés par exemple, d'autres choses, mais des petits trucs en fait qui on pense qui sont bénins, mais qui vont être très importants pour qu'au final, beh, la société fonctionne et roule bien. Et je pense que c'est la même chose dans le sport, donc peut-être que je l'ai mieux compris dans le sport et donc je le retranscris sur ma société. Donc ouais, c'est des choses comme ça je pense, et j'en apprends encore tous les jours, hein, que ce soit dans ma société pour mon sport ou mon sport pour la société. Ouais, je pense qu'il y a énormément de parallèles entre les deux et que l'un nourrit l'autre et vice versa. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Euh, Et peut-être une dernière chose, c'est que m'associer me permet de me reposer au niveau physique. Sinon, je pense que je ferais du sport toute la journée, ce serait pas bon, ce serait pas sain. Ah oui, d'accord. Parce que je crois que, enfin, tu m'avais expliqué que tu te levais très tôt le matin pour aller courir. Enfin, tu avais quand même une pratique assez intensive, non, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, peut-être un peu trop intensive, vu que je mélange plusieurs sports et bientôt je vais sûrement en arrêter un des 3 pour me consacrer aux 2 autres. Le foot va passer de côté, ça c'est sûr. Parce que j'en fais trop et donc du coup, vu que je veux tout faire, ben oui, je me lève très tôt, j'ai une routine en fait. Je me lève pour aller courir, puis je prends un bon petit déjeuner, je fais quelques étirements en faisant des mails. Les employés arrivent, là je travaille, normalement. Souvent le midi, si j'ai pas eu le temps d'aller courir le matin, je vais courir le midi. Puis je continue ma journée et alors le soir, je fais souvent une séance de renfo, spécifique, que ce soit le bas pour la course ou le haut pour l'escalade, plus ou une séance d'escalade pardon, ou le foot. J'intervertis entre les 2 le soir ou alors une séance d'intervalle, de course. Donc ouais, je fais du sport vraiment tous les jours, ce qui est parfois un peu malsain. Enfin, c'est plus que tous Euh, les jours là, c'est 3 fois par jour ce que ouais, j'entends. ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu too much. Mais non, je tends à, à écouter mon corps aussi. Bah voilà, j'ai mon âge, hein, j'ai 34 ans quand même, c'est plus tout jeune non plus. Et donc du coup, j'ai compris que le repos est essentiel aussi. Donc je diminue pas dans l'intensité d'une journée, mais par contre, je diminue dans la semaine. Donc je vais essayer de plus le faire 6 à 7 fois semaine, mais plutôt 5 fois semaine, tout ça. Donc ouais. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Bravo. Et sans parler de grandes expéditions, de gros projets, c'est quoi ta prochaine échéance sportive? Ah, beh, vu que j'ai pas mal, d'échéances sportives qui viennent d'être finies, je t'avoue que je reset un peu pour cette année 2025-2026. Donc je pense que je vais me lancer des nouveaux défis. Clairement, quelques ultra trails, peut-être de moins longue distance que la PTL, mais quelque chose de plus roulant où je vais plus courir, qui va peut-être mieux me convenir. Et donc ça, ce sera pour fin d'année, académique, donc on va dire, été de enfin, ouais, 2026? 2026, voilà. Ok. Je sais pas encore trop lesquels, il y en a quelques-uns qui m'attirent, des 100, des 120, des 140 donc Ouais, c'est quoi ta to run list comme je l'appelle chez moi? Bah, écoute, j'adore le Kéra et les écrins et je sais qu'il y a des beaux trails, des ultras là-bas. Je sais qu'il y a l'Ultra Trail du Kéra, qu'un ami a fait qui a l'air magnifique, donc je pense que je vais m'inscrire pour celui-là qui est début juillet. Avant ça, j'ai deux trails, ici en Belgique, alors qu'ils sont des trails qui sont clairement plus plats que ceux que je mentionne, mais qui peuvent être chouettes à faire aussi. Il y en a un de 120, dans les Fagnes et il y en a un de 100 ici, près de chez moi, près de Namur, donc voilà, pourquoi pas ceux-là. Et puis, à voir si je peux mettre un autre gros trail. Ouais, je pense toujours à des trails qui sont assez connus, mais pourquoi pas la Diagonale des Fous, c'est en octobre, je Magnifique. pense, c'est ça. Donc C'est en voilà, octobre, ouais.
Ouais, c'est peut-être ça qui m'intéresserait. Et puis pour l'escalade, ça, j'ai des objectifs. Bon, est-ce que ça parlera aux gens ici de Nitrikeo qui peut-être connaissent pas trop le domaine de l'escalade? J'ai un certain niveau que je voudrais atteindre en voie d'extérieur. Et puis après des grandes voies, j'ai pas mal de projets grandes voies, de nouveau dans les écrins et dans les Alpes. J'ai quelques noms de voies que j'aimerais bien réussir cette année. Ah, Voilà, je vas-y, vais mettre. dis-nous les noms, ça nous fait rêver. Et puis ça nous éduque sur les massifs où il faut aller. Alors, il y en a un, ça s'appelle Elfroide, donc le massif Ah oui, très d'Elfroide, donc connu. c'est très connu dans les écrins. Ouais. Et il y a une grande voie là-bas qui s'appelle Alibaba, qui est magnifique, que j'aimerais bien tenter d'essayer, mais c'est une voie très très dure, Elfroide, qui est c'est dans un le peu huitième la degré. Mecque de l'escalade en France. Enfin, Ah, c'est un des c'est gros un des spots sites, ouais, d'escalade. tout Ouais. à fait, ouais, c'est un des gros potes d'escalade, très très beau aussi, hein, il faut le dire. Et donc oui, il y a beaucoup à faire là-bas, donc voilà, et dont des voies très dures, des voies de plusieurs longueurs. Donc moi, c'est une voie de plusieurs longueurs là. Donc ça, c'est un. Et alors la deuxième, c'est du côté d'Annecy. Il y a aussi une voie là-bas qui m'intéresse beaucoup, qui est un grimpeur qui a ouvert ça, qui a ouvert beaucoup de voies en France, qui s'appelle Musato, qui est pas 100% français d'origine. Et alors là, le nom de la voie, je l'ai oublié parce qu'il est très bizarre. Ça va me revenir. Euh, Ça va me revenir. Mais bref, ça aussi, c'est le huitième degré, une voie de 300 mètres. Voilà, si je peux aller jouer dedans et peut-être la réussir cette année, ce serait génial. Si pas cette année, peut-être l'année d'après, parce que ça prend généralement pas mal de temps pour réussir ces choses-là. Faut être patient. Ouais, bien sûr. Parce que tu parles de niveau, mais effectivement, les voies, elles sont classées avec des numéros et des lettres, c'est ça? Tout à fait, ouais. La Ouais. difficulté? C'est ça, donc on va partir, il y a le niveau 3 qui est le niveau de base. Alors là, il y a pas vraiment les lettres pour départager. Puis il y aura 4, ça fait 4A qui est le plus facile, puis 4B, 4C, puis après on va au 5, 5A, 5B, 5C. On va ça jusqu'au 9e degré, jusqu'au 9C pour le moment. Il y a jamais personne qui a réussi plus haut que 9C. Et maintenant, quand on arrive dans des niveaux difficiles, à partir du 7, eh bien, on va dire qu'il y a 7A+, puis 7B, 7B+, et donc du coup, les plus vont aussi avoir un niveau supérieur. Donc voilà, moi je suis dans le 8e degré, je suis pas du tout dans le 9e, qui est vraiment pour les élites. Il y en a très peu dans le mode qui réussissent ça. Et il y a très peu de voix dans le 9e degré, enfin très peu, il commence à y en avoir quand même pas mal maintenant. Mais moi je suis plutôt dans le 8e degré. Par contre, dans des voies de plusieurs longueurs, et il y a peut-être une ou deux voix qui sont dans le 9e degré, mais sinon ça reste dans du 8, c'est vraiment du très haut niveau de grandes voix. Donc voilà. Moi j'essaie de titiller ça et de voir où je me retrouve là-dedans. Ça m'a l'air d'être déjà la première division de l'escalade mondiale, là, le niveau 8 dont tu parles. Je sais pas, mais ce qui est chouette en escalade, c'est un sport où le niveau finalement compte peu. C'est quand même un sport où tu te challenges toi-même, où un niveau peut être très dur pour certains parce que c'est spécifique. Et puis en fait, le même niveau, mais dans une escalade différente, va être plus facile. Quelque chose qui est plus en force, quelque chose qui est plus technique. En fait, il y a tellement de facteurs différents que je pense que l'escalade, ça reste un sport ouais, où tu te défies toi-même sur plein de choses et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, là c'est clair que le niveau est intéressant parce que c'est comme ça que tu te challenges, mais pour moi, il y a plus que ça, quoi. Donc ouais. Ouais, bien sûr. Bon, mais écoute, Nathan, c'est déjà l'heure de la question signature du podcast, avant de Ah, conclure. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est une citation de Mark Twain. ouais. Et toi, Nathan, qu'est-ce que tu as fait d'impossible? Alors, j'ai deux, trois idées, parce que là, j'ai entendu dans les derniers trois quarts d'heure, pas mal de trucs assez fous. Mais c'est quoi, toi, le gros truc impossible que tu as réalisé dans ta vie? Je crois encore au jour d'aujourd'hui, c'est l'expédition Nanook parce que Ouais. on a réussi à mettre sur pied une expédition de grande envergure où il y a eu des projets scientifiques derrière. Ça a quand même été loin aussi là-dessus. On y travaille encore, donc des universités travaillent encore justement pour pousser au niveau environnemental et montrer tout ce qui est fond des glaces ou autre. Et en fait, globalement, je parle pas au niveau peut-être physique parce que je trouvais que ça allait encore, mais globalement, l'expédition Nanook clairement, en fait, j'aurais jamais pensé pouvoir réaliser ça et en fait, parce que je savais pas que j'aurais pu le réaliser ou pas, ben, on a essayé, on a tenté, on a réussi. Donc, c'était une des phrases qu'on utilisait souvent quand on a eu des présentations ou autres devant le grand public, parce qu'il y a eu un film dessus aussi. Donc, ça aussi, c'est chouette. Je peux revoir cette expédition maintenant maintes et maintes fois parce qu'il y a eu un beau film réalisé dessus. C'est le film qui s'appelle La Traversée, qui a été diffusé notamment sur la RTBF, c'est ça? Tout à fait, ouais, c'est Mm. ça, ouais, exactement. Et ben voilà, tout ça en fait a engendré vraiment une expédition professionnelle complète et c'était pas du tout
quelque chose que j'avais envisagé ou enfin j'avais sûrement rêvé de ça, oui, mais pas envisagé. Je pensais pas que c'était faisable. Donc j'ai été un peu au culot, on va dire. Ouais. Et tu crois que tu pourrais en faire ton métier de cette activité d'expédition? Parce qu'il y a des gens qui en vivent aujourd'hui. Ouais, je crois qu'on peut en vivre, mais en faisant d'autres choses, et je sais pas si ça m'intéresserait de vivre d'expédition parce que alors là, tu vis l'expédition d'une autre manière. Ou pourquoi pas, essayer d'en vivre un petit peu dans le sens où ça pourrait payer l'expédition et c'est ce que j'ai fait avec Nanook. Mais en vivre totalement, je pense qu'il y aurait d'autres pressions qui feraient que l'expédition serait différente. Moi, Mmh. je veux que ça reste, quelque chose de personnel où j'en profite à fond et je fais cette expédition parce que c'est un vrai kiff au final et pas avoir d'autres choses, d'impératif, que ce soit réseaux sociaux ou autre parce que c'est souvent ça qui fonctionne maintenant. Oui. Je te dirais oui et non, mais plutôt pencher vers le non parce que j'aimerais bien que ça reste, ouais, quelque chose de de privé. Ouais. Et c'est qui ton idole dans ce monde, des expéditions, par exemple? Ah, c'est une bonne question ça. Bon, Mike Horn est quelqu'un qui a quand même réalisé beaucoup, beaucoup de choses, et qui est Ouais. très connu sur le domaine. Après lui, c'est beaucoup d'expéditions polaires. Enfin quoique, il s'est il Non, il il a a fait il des a touché choses à tout, aussi, hein. il a sa première expédition, enfin une de ses premières, c'était latitude 0. Il a Tout à fait, longé toute la ligne de l'équateur, sur tout tout le à tour de fait. la Terre. Donc Voilà. c'était plutôt chaud comme Ouais, ouais, climat. ouais. Non, non, en fait, je dis, plutôt pôle enfin côté nord, c'est parce qu'il l'a fait dans ces dernières années, mais c'est vrai que lui, c'est un touche à tout et il a un peu le même caractère que moi, en fait. Je sais pas si je vais réussir, je sais pas si j'ai les compétences, mais je vais essayer puis on verra et en fait, il a toujours excellé, réussi, il s'est toujours très, très bien entraîné et je pense que c'est un bel exemple donc ça, c'est un des gars que je retiendrai puis, dans le côté belge, parce qu'il faut souligner la Belgique, on est quand même des grands explorateurs polaires. Dixie Dansker, qui était un de nos parrains, qui est décédé malheureusement en expédition polaire, mais qui était quand même un gars qu'on a beaucoup suivi, qu'on a beaucoup écouté. Et, D'accord. euh, et puis après, bah, il y a aussi Alain Hubert, hein, qui était justement son partenaire d'expédition, qui est toujours là. Mais ouais, je pense que ces trois-là seraient, pour l'expédition, ce serait ces trois-là. Ah bah, ça nous donne des sources, de choses à regarder ou à écouter. J'imagine qu'ils ont fait des documentaires, tous ces gens-là, Ah, énormément, des ouais. Ouais, vidéos, ouais. ouais. Ouais, tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup Nathan. On arrive à la fin de notre discussion. C'était hyper inspirant et je pense que ça, c'est très dépaysant pour tous les gens qui nous écoutent. Et c'est super intéressant comment tu connectes la nutrition, l'entrepreneuriat et ce domaine sportif, expédition, ultra et nature. Tout ça, Mhm. c'est peut-être ça le dénominateur commun en fait à tout ça. C'est la nature C'est pas faux. probablement. Ouais, ouais, tout à fait. C'est le lien. Donc, écoute, c'est hyper inspirant. Merci beaucoup pour ton temps. J'espère que ça va donner envie à tous celles et ceux qui nous écoutent d'aller gambader dans la nature. Alors peut-être pas forcément à ton niveau, mais ça donne envie effectivement de se connecter aux éléments Ouais. et puis de travailler sur le dépassement de soi et la connaissance de soi, comme tu nous l'as très 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 bien expliqué. Ben, un grand merci aussi, pour ce partage. Moi, j'adore partager les choses et comme tu dis, hein, je pense que le dernier mot que moi je voudrais passer aux gens qui vont écouter ce podcast, beh, clairement, hein, oser, essayer, des nouvelles choses, aller voir, pas besoin de faire des trucs, hors normes non plus. Je pense que le dépassement de soi, ça reste quelque chose, sur lequel on se comprend et où pour nous, ça nous fait plaisir et on voit vers où on va aller donc il y a pas besoin de performance, et se comparer par rapport aux autres, c'est clairement personnel et je pousse les gens à faire ça parce que ça permet ouais, de réaliser de superbes choses, de se connaître mieux et de rêver. Donc ouais, voilà. Bah, c'est un très très beau mot de la fin. J'ai rien à ajouter. Merci beaucoup Super, Nathan encore, c'était super. À très très bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion de se croiser dans d'autres événements prochainement avec plaisir. dans notre univers. Et du Ouais, coup, bah, j'en profite pour dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent bah, de partager cet épisode qui était passionnant comme beaucoup d'autres dans leur entourage et puis surtout de vous abonner, de nous suivre sur toutes les plateformes de streaming pour pouvoir avoir accès aux différents épisodes qui sortent du podcast Culture Nutrition. À très bientôt Nathan, merci beaucoup. merci beaucoup Grégory, belle journée. Salut. Ciao, ciao.